Ça fait un moment que j'ai eu envie de m'intéresser à la philo. Et comme je suis un mec qui aime pas commencer une série par la saison 5, on va reprendre les bases. Il est considéré comme le père de la philosophie occidentale moderne, et plus de 2000 ans après sa mort, ses idées continuent de façonner notre manière de penser sans jamais rien avoir écrit. Tellement fascinant de son vivant que ce sont ses disciples qui ont retranscrit ses enseignements et sa vie, il a préféré mourir plutôt que renoncer à ses convictions. La philo, ça vient d'où? Et on va commencer par Socrate. Socrate est né entre -471 et -468, probablement au mois de mai, dans le Dème d'Alopès, proche d'Athènes. Son père, Sophronisque, était sculpteur ou tailleur de pierre et sa mère était sage-femme. Retenez ça, ça a son importance pour la suite. Et il était marié à la fameuse Xanthippe, dont on va reparler dans une autre vidéo. Socrate grandit dans une Athènes en pleine ébullition culturelle et politique. Il reçoit l'éducation traditionnelle des jeunes Athéniens qui comprend la gymnastique, la musique, la poésie et les bases des mathématiques. Comme tous les citoyens, il était destiné à prendre part à la vie publique et à l'armée. Mais dès son plus jeune âge, il se distingue par une curiosité intellectuelle débordante et une habitude à questionner tous ceux qui l'entourent. Il semble avoir été influencé par les penseurs présocratiques, donc près lui-même en fait, comme Anaxagore et Parménide, dont les idées circulaient à Athènes à cette époque. Contrairement à beaucoup de jeunes issus de familles modestes, Socrate ne suit pas de carrière manuelle. Bien qu'il ait pu travailler un temps dans l'atelier de son père, il semble rapidement s'en détacher pour se consacrer à la réflexion et à l'observation du monde qui l'entoure. Quand je dis modeste, Socrate n'était pas pauvre. Simplement, sa famille ne faisait pas partie de l'aristocratie, des politiciens et des propriétaires de terres. Il n'a pas grandi dans la précarité, mais plutôt dans une classe moyenne confortable, comme le prouve l'éducation qu'il a reçue, que toutes les familles ne pouvaient pas se permettre, et comme on va le voir, son parcours militaire. En plus de la philosophie qui deviendra l'occupation principale de sa vie, il sert comme hoplite durant la guerre du Péloponnèse. Les hoplites, c'est les soldats grecs par excellence. Ils étaient lourdement armés et étaient constitués essentiellement de citoyens. Donc c'était pas des militaires professionnels, sauf ceux de Sparte évidemment. Socrate participe à 3 campagnes militaires, qui seraient d'ailleurs les 3 seules fois où il aurait quitté Athènes. Lors de ces batailles, il se fait remarquer par un courage hors du commun, tant physique que politique. Après la bataille des Arginuses, en -406, Socrate se retrouve à être prytane. Donc en gros, il est nommé pour juger des généraux qui n'ont pas recueilli le corps des morts. La majorité veut que les généraux soient condamnés à mort, mais Socrate est contre, car cette procédure est contraire aux lois athéniennes qui imposent de juger chaque homme individuellement et pas en groupe comme c'était le cas ici. Il ne peut pas empêcher les généraux d'être condamnés, mais il montre déjà qu'il est prêt à maintenir ses positions malgré la pression politique et la colère populaire. En dehors de ses excursions militaires, Socrate enseigne gratuitement dans la rue, contrairement aux sophistes de l'époque. Sa façon de faire ressemble quand même plus à des micro-trottoirs modernes qu'à des cours universitaires. En gros, il se balade dans Athènes, pieds nus, et pose des questions aux gens qu'il croise. Plus précisément, il devient le père de la maïotique. Et la maïotique, c'est quoi? Ça viendrait d'un personnage grec, Maïa, qui veillait aux accouchements. Et maïotique, c'est l'art de faire accoucher les idées. C'est là qu'on voit le parallèle avec le métier de la mère de Socrate. Ça, c'est du bon foreshadowing, ça. Très grossièrement, Socrate laissait donc parler les gens et leur répondait juste pour les faire aller plus loin dans leurs idées, plus profondément, jusqu'à ce qu'ils comprennent eux-mêmes les failles dans leurs idées et y découvrent une sorte de savoir caché ou qu'ils doutent de leur certitude. Il utilisait beaucoup d'ironie pour faire comprendre à ses interlocuteurs certaines choses, comme le fait que beaucoup de choses qu'il pensait savoir étaient en fait juste des croyances. Comme tu peux t'en douter, toute cette méthodologie philosophique faisait que Socrate devait être très chiant en fait. Tu pouvais pas te balader tranquillement dans Athènes sans qu'il vienne te reprendre sur ce que t'étais en train de dire à ton pote la veille. Faut savoir que Socrate c'était un peu un marginal, un fou du bus comme beaucoup de grands philosophes. C'était quelqu'un de très charismatique même s'il était considéré comme laid et surtout un peu bizarre. Comme je l'ai dit, il marchait pieds nus et marchait beaucoup. Il était tout le temps en train de se balader dans la ville et il s'habillait très simplement. Tout ça fait qu'il était très moqué à l'époque. C'est un peu plus compliqué que ça évidemment, mais sa façon de travailler, bien que gratuitement, et son tempérament bien connu de la cité déjà depuis ses passages à l'armée et surtout le fait qu'il critiquait beaucoup les dirigeants et les sophistes d'Athènes ont fait que Socrate avait beaucoup d'ennemis, notamment 3 personnes, Anytos, Mélétos et Lycon, qui vont intenter un procès à Socrate et l'accuser de ne pas reconnaître les mêmes dieux que l'État, d'introduire de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse. Pendant le procès, sur les 501 juges présents, 281 votent en faveur de la condamnation et 220 en faveur de l'acquittement. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'était pas détesté de toute la cité, étant donné qu'à 31 voix près, il aurait été acquitté. C'est donc une très faible majorité qui va le condamner et Mélétos demande la peine de mort. Comme c'était l'usage à l'époque, le condamné pouvait proposer une peine alternative. Il pouvait demander à être exilé par exemple, mais Socrate, petit rebelle de 70 ans, refuse de plaider pour sa vie et demande à être nourri au prytanée. C'est un peu l'équivalent de devenir un haut fonctionnaire retraité invité à l'Élysée. C'est un honneur réservé aux citoyens les plus méritants, les grands bienfaiteurs, les champions olympiques, etc. Évidemment, les juges sont pas hyper fans de ce foutage de gueule et il est condamné à boire la ciguë.
un poison à base de suc de grande ciguë et d'opium, très couramment utilisé pour les condamnations à l'époque. Catastrophe, me direz-vous? Eh bien Socrate s'en fout. Enfin plutôt il ne réagit pas vraiment ni positivement ni négativement, tout son entourage et ses disciples sont affolés ou tristes, lui considère juste qu'il faut respecter la justice athénienne. Il sera donc emprisonné 1 mois entre sa condamnation et sa mort dans la prison des 11. Il n'est pas exécuté immédiatement après le procès parce qu'Athènes était en pleine fête religieuse durant laquelle on ne pouvait pas mettre un condamné à mort. Socrate avait donc beaucoup d'ennemis, comme on vient de le voir, mais aussi beaucoup d'amis, qui viennent le voir tous les jours dans sa cellule. Ce qu'il faut retenir de sa mort, et là je donne un peu plus mon avis, c'est que Socrate a utilisé son procès pour faire passer son message. Il était vieux, il avait plus de 70 ans et était prêt à mourir. Alors autant partir en se faisant entendre une dernière fois. J'ai raison, vous avez tort et l'histoire s'en souviendra. Sa condamnation était injuste, évitable et surtout motivée politiquement, étant donné qu'il n'était pas très apprécié des puissants de la cité. Il aurait pu, comme lui ont demandé ses amis, demander à être condamné à payer une grosse amende et promettre de faire profil bas par la suite, au moins durant un temps. Ses disciples étaient prêts à l'aider à payer et surtout, un de ses meilleurs amis, Criton, était un des hommes les plus riches de la cité à l'époque et lui a même proposé de l'aider à se faire évader. Socrate a refusé pour respecter ses principes et les lois athéniennes. Finalement, en acceptant la mort avec autant de sérénité, Socrate a marqué l'histoire bien au-delà de son procès. Son exécution a transformé sa philosophie en héritage immortel, influençant Platon, Aristote et toute la pensée occidentale. En choisissant de mourir, Socrate affirme que la vie du corps est sans importance, contrairement à celle de l'esprit. Socrate est devenu un symbole de l'intégrité philosophique. Cet événement traumatisant pour Platon, qui va retranscrire l'histoire, est à l'origine du platonisme, dans lequel le bien est supérieur à toute chose. En ce sens, philosopher est un exercice spirituel d'apprentissage de la mort. Je cite: « C'est donc un fait que les vrais philosophes s'exercent à mourir et qu'ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. »